Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire une vidéo un petit peu plus chill puisque aujourd'hui je vais vous parler de 5 livres très populaires sur les réseaux sociaux mais que je ne lirai malheureusement pas et on va commencer tout de suite. Je débute cette vidéo avec le très populaire Fourth Wing, écrit par Rebecca Yarros et publié par la maison d'édition Hugo dans leur collection Romantasy. Par facilité, dans cette vidéo, je vous lirai à chaque fois les quatrièmes de couverture, histoire de ne pas dire de bêtises, et la quatrième de couverture nous dit donc ceci. Rien ne prédestinait Violette Sorengal à être une cavalière. Elle était censée intégrer le quadrant des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle, dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser en un instant. Mais aujourd'hui est le jour des conscriptions et en tant que fille de la générale, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, Violette n'a d'autre choix que de satisfaire les ordres de sa mère et de rejoindre les épreuves de sélection pour devenir une dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager s'inscrire à cette compétition lui paraît ridicule, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette est peut-être la candidate la moins forte physiquement, elle est cependant rusée et rapide, des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis, ou peut-être encore des conquêtes. Violette va vite devoir penser à un plan solide car cette compétition n'a que 2 issues, passer toutes les épreuves ou mourir. Ce livre, je l'ai vu passer absolument partout et je suis navrée, mais je n'ai pas du tout envie de le découvrir. Même s'il semble plaire à certaines personnes qui partaient avec des a priori plutôt négatifs, pour ma part, je ne me laisserai pas tenter. Déjà parce que c'est un énorme pavé, le grand format fait un peu plus de 600 pages, ce qui est déjà assez honorable, mais le format poche, lui, compte un petit peu moins de 1000 pages et sincèrement, je n'ai pas du tout envie de lire un roman de 1000 pages avec une héroïne qui est censée être très intelligente mais qui, selon les commentaires, n'aurait pas inventé l'eau chaude et il y a des scènes olé olé extrêmement récurrentes. En plus de cela, il a été édité par la maison d'édition Hugo et le dernier roman que j'ai lu de cette maison d'édition, à savoir L'Antilune de miel de Christina Loren, avait beau être très sympathique, il souffrait d'un flagrant manque de travail de relecture. La traduction était par moments vraiment hasardeuse, la destination de la lune de miel qui devait être Hawaï a tout d'un coup été modifiée en Haïti, ce qui n'a rien à voir. Il y avait des tirés au milieu des phrases, etc. Bref, aucune relecture de qualité n'avait été effectuée. Mais j'ai tenu le coup parce que c'était 350 pages et que le roman se lisait vraiment vite. Or, un roman de romantasy avec 1000 pages, avec un univers à appréhender, un système de magie à comprendre, des enjeux politiques à saisir, eh bien, je n'aurais tout simplement pas la patience. Et puis, j'ai envie de choisir des romans de fantasy que je vais lire avec plus de soin. J'ai envie de découvrir des systèmes de magie vraiment uniques, des univers vraiment travaillés, et cette histoire d'académie où les élèves réussissent leur examen ou meurent tout simplement, eh bien, j'ai l'impression d'en avoir déjà vu des dizaines, et malheureusement, ça ne m'intéresse plus. Je n'ai plus du tout envie de découvrir Un palais d'épines et de roses écrit par Sarah Jimas et publié aux éditions La Martinière. Sur la 4e de couverture, on peut lire ceci. En chassant dans les bois enneigés, Fer voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un faé, et la voici emmenée de force à Prythion, royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur faé, la traite comme une princesse. Et quel est ce mal qui ronge le royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Fer n'est pas une simple prisonnière, mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix.
Je dis que je n'ai plus envie parce que en réalité, ce roman a été pendant un bon bout de temps dans ma wishlist. J'étais assez curieuse lors de sa sortie parce que on en parlait comme d'une réécriture de La Belle et la Bête qui n'est pas mon Disney préféré, mais je trouve qu'il constitue un matériau solide pour les réécritures. Et finalement, le temps est passé, la curiosité initiale aussi. Je n'ai plus envie de lire ce roman pour comprendre le phénomène culturel qu'est Un palais d'épines et de roses, parce qu'il faut quand même lui reconnaître ce statut. C'est un roman qui a posé les bases de la romantasy, genre devenu extrêmement populaire depuis la pandémie de Covid-19, et ce livre est toujours aussi populaire, même 8 ans après sa sortie sur les territoires francophones. Quand on sait que la durée de vie d'un livre est plutôt de quelques mois, c'est vraiment impressionnant. Mais bref, le livre ne me tente plus du tout. En plus, le premier tome a la réputation d'être moins qualitatif que le reste de la saga et je n'ai pas envie de découvrir une saga de 4 tomes qui n'est même pas terminée et dans laquelle s'emboîtent d'autres sagas de l'autrice si j'ai bien compris et ces autres tomes sont plus proches des 1000 pages que des 300 encore une fois. Bref, j'ai plus la foi de m'embarquer dans tout ça. Donnez-moi des sagas terminées qui n'ont pas 1000 spin-offs, 1001 références dans d'autres univers, et vous ferez de moi une lectrice comblée. Je poursuis avec une romance extrêmement populaire, mais qui, j'ose le jeu de mots, me laisse totalement de glace. Icebreaker de Anna Grace, qui est édité par la maison d'édition BMR. Et la 4e de couverture nous dit ceci. Patineuse artistique star de l'équipe de Maple Hills, Anastasia Allen vit pour gagner. Son emploi du temps, plus chargé que celui d'un ministre, ne tourne qu'autour de son sport, laissant peu de place à l'imprévu. Nathan Hawkins, lui, n'a jamais rencontré de problème qu'il ne pouvait pas résoudre, et en tant que capitaine de l'équipe de hockey, il sait que sa responsabilité est de maintenir l'équipe soudée. Ils ne s'étaient jamais croisés, mais lorsque la patinoire pour le hockey est détruite à la suite d'un malentendu, les deux équipes doivent s'adapter pour partager une seule et même patinoire. Stacy est plus qu'énervée contre cette équipe de hockey qui dérange son planning, mais surtout contre Nate, le capitaine aux larges épaules et au sourire facile en qui elle n'a aucune confiance. À l'inverse, Nate est immédiatement charmé par la furie qui le foudroie du regard à chaque occasion. Mais qu'importe, Stacy est immune, enfin j'imagine qu'on a voulu dire immunisée, mais sur tous les sites littéraires je trouve ce mot donc on va le garder, et je referme cette parenthèse, au charme des hockeyeurs, n'est-ce pas? Je vous le dis tout de suite, il n'y a aucune chance pour que ce livre soit dans ma série de la quête de la romance parfaite. Déjà parce que je trouve que la couverture est assez étrange. Évidemment, c'est un avis purement subjectif, mais elle ne correspond pas du tout à mes goûts. Et puis, elle est vraiment loin de démontrer qu'il y a beaucoup de scènes explicites. Je comprends parfaitement les commentaires qui disent être décontenancés par la quantité de scènes spicy, parce qu'en fait, rien dans la couverture ou dans la façon dont ce livre est vendu ne nous le démontre. Il faut vraiment être un lecteur ou une lectrice assidue de romance pour savoir qu'il est très olé olé, et c'est pas du tout mon cas. D'ailleurs, je vous laisserai dans le petit i la vidéo de la chaîne Les mots de l'imaginaire qui parle vraiment bien de ce sujet. En dehors de cette couverture qui peut être vraiment trompeuse, je ne lirai pas ce livre parce qu'il est édité par les éditions BMR, un label du groupe Hachette qui a quelques mauvais échos, notamment sur la qualité de la traduction ou du travail éditorial. Et pour préparer cette vidéo, je suis allée voir le nombre de livres qu'a publié BMR depuis sa création et on en est à peu près 840 livres. C'est un label qui a été créé en 2015, donc c'est logique qu'un certain nombre de livres soient sortis en 10 ans, mais ce qui me frappe, c'est que depuis des années, ils sortent un livre par semaine, et c'est tout simplement immense. Et je pense qu'avec un tel rythme, c'est difficile de fournir un travail éditorial qualitatif. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est aussi une trilogie. Donc j'imagine que dans les tomes 2 et 3, l'autrice va se concentrer sur des personnages secondaires et sur leur romance. Et j'avoue que j'aime pas beaucoup ça, parce que ça donne l'impression que les personnages secondaires n'ont pas le droit d'avoir un développement aux côtés des protagonistes et qu'en plus, leur vie, leurs histoires ne doivent être racontées que par le prisme de la romance.
Bref, c'est dommage parce que je suis assez friande des enemies to lovers avec des relations Grumpy Sunshine. Quatrième livre que je ne lirai certainement jamais, Le Prince Cruel, écrit par Holly Black et édité par la maison d'édition Rajo. Pour celui-ci, la quatrième de couverture nous dit « Jude a 17 ans et vit à la haute cour de Dom-Elf dans le royaume de Terrafae. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant et élevée avec ses sœurs parmi les puissants, elle a appris à se protéger des sortilèges et à se battre à l'épée. Pourtant, elle subit jour après jour les moqueries et les insultes, car elle n'est qu'une humaine vouée à la mort dans un monde où règnent les Fae, créatures sublimes, immortelles et cruelles. Personne ne la hait plus que le prince Cardan, le plus jeune des héritiers de la couronne, semble décidé à la nuire, jusqu'à la tuer. Mais Jude, elle, est prête à tout pour gagner sa place à la cour et reprendre le pouvoir sur sa vie. Je suis vraiment navrée, mais en 5 ans, je n'ai jamais eu envie de lire ce roman. Ma curiosité n'a jamais été titillée par un détail, par un sujet dont parlerait le roman. Aucun avis sur internet ou ailleurs ne me donne envie d'accorder une chance à cette histoire. Je peux pas expliquer pourquoi, parce que j'aime la fantaisie politique, les complots, et je suis pas frontalement opposée aux fae et autres créatures de ce style, mais là, la mayonnaise ne prend pas. Et même en prenant du recul, en ne le voyant plus envahir tous mes réseaux sociaux livresques, je n'arrive pas à avoir une once de curiosité envers ce livre. Il me laisse tout simplement de marbre et je pense que peu importe le nombre de commentaires positifs et d'avis dithyrambiques, ça ne va pas évoluer. Et je termine par un roman de SF qui a beaucoup fait parler de lui, Un psaume pour les recyclés sauvages, qui est le premier tome de la duologie Histoire de moines et de robots, qui est écrit par Becky Chambers et publié aux éditions de l'Atalante. Encore une fois, je vous lis le résumé. Voilà des siècles, les robots de Panga ont accédé à la conscience et lâché leurs outils. Voilà des siècles, ils sont partis ensemble dans la forêt et nul ne les a jamais revus. Voilà des siècles qu'ils se sont fondus dans les mythes de l'humanité. Un jour, la vie de Dex, moine de thé, est bouleversée par l'arrivée d'un robot qui, très fidèle à une vieille promesse, vient prendre des nouvelles. Il a une question à poser et ne rejoindra les siens qu'une fois satisfait de la réponse. La question, de quoi les gens ont-ils besoin ? Mais la réponse dépend de la personne à qui on parle et de comment on pose la question. La nouvelle série de Becky Chambers s'interroge. Dans un monde où les gens ne manquent de rien, à quoi sert d'avoir toujours plus ? La raison pour laquelle je ne souhaite pas lire ce roman est assez simple. J'ai déjà tenté une autre œuvre de Becky Chambers qui était Apprendre aussi par bonheur et le courant n'est tout simplement pas passé. Il avait par ailleurs terminé dans mon flop 5 de l'année 2022. Et de manière générale, j'ai un peu un problème avec la SF positive qui ne pose aucun enjeu, aucun dilemme, aucun questionnement et où on a l'impression que les personnages passent leur temps à subir l'histoire. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe dans un psaume pour recycler sauvage puisque je ne l'ai pas lu. En revanche, c'est vraiment l'impression que j'ai eue avec Apprendre par bonheur. Les personnages n'avaient pas, à mon sens encore une fois, de profondeur, de questionnement, de moments où il fallait choisir entre ses idéaux et sa survie. Et je pense qu'on peut faire de la SF positive et inclure des moments de doute, etc. Les deux ne me paraissent pas incompatibles, bien au contraire. Pour moi, tout est une question d'équilibre et je crains encore une fois de ne pas trouver cet équilibre. Bref, les livres de Becky Chambers ne sont pas faits pour moi, je le sais, donc autant lire d'autres romans de science-fiction, qu'ils soient positifs ou non, et qui me correspondront mieux. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres en commentaire et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas à me partager vos 5 livres populaires que vous ne lirez jamais. Je serai absolument ravie d'en discuter avec vous dans l'espace des commentaires.
N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et également d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.